on a parlé de 3 casquettes pour Eric. Je vais parler de 5 bonnets pour ma part, mais c'est pas important, parce que l'important, c'est ce que Pierre va nous raconter. Je m'appelle Philippe Raz. Les 5 bonnets, c'est quoi? Vice-président de Grenoble Angels. Donc, monsieur n'est pas de Grenoble, ça me fait plaisir, parce que sinon, il va peut-être dire du mal des Business Angels dans son échec, puisqu'il est de Paris, donc il n'aura pas la chance. Bénévole de la French Tech, Philippe, bénévole du festival Transfo, HPE qui organisait un événement hier, et aujourd'hui dans l'aide de la Felcon, dans l'équipe pour organiser cette conférence. Donc merci d'être tous présents. Je vais essayer de rester sur mon rôle d'intervieweur et pas de déborder sur les aspects de Business Angels ou de French Tech. On est vraiment à la Felcon de Grenoble. Donc, Pierre. C'est moi. On ne se connaît pas. Bonjour. Enchanté. On a donc improvisé dans son voyage entre Grenoble et Paris un scénario dont il n'est pas au courant. Encore maintenant. Et moi non plus. Dis-nous, pourquoi en sortant de l'école de management de Grenoble, ou en fait avant même de sortir de l'école, tu as décidé de créer une société? Et comment tu l'as fait? Alors bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. En fait, moi j'ai fait GEM comme école, l'école de commerce de Grenoble. Et pendant mes expériences professionnelles, donc avant GEM, j'organisais des concerts sur Rennes. En arrivant à Grenoble, j'organisais des concerts sur Grenoble, les produits des artistes. Pendant mes stages et césures, j'ai fait mes expériences professionnelles chez Universal Music et chez Technopole, qui est l'association qui fait la Technoparade. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu l'idée de créer Vinylite, qui était une plateforme de vinyle à l'unité et un disquaire en ligne. Et je me suis dit que il faudrait que je le bosse sur ma dernière année d'école, puisque le programme est assez léger. Et c'est là que j'ai rencontré Mathieu Gentil, qui m'a proposé, pour mon dernier semestre, de voir s'il y avait quelque chose à faire avec ce concept. Donc là, tu as cité des noms. Mathieu Gentil, si tout le monde le connaît ou ne le connaît pas, Mathieu Gentil est la personne qui anime le cowork ici dans les bâtiments de la French Tech ou les bâtiments de Orange. Donc qu'est-ce que tu as fait chez Cowork et pourquoi tu n'es pas allé finalement à l'incubateur Incubagem, qui est également existant à l'école de management de Grenoble? Alors ici, pendant 3 mois, avec Mathieu et Jonathan Bonzi d'une Petite Mousse, on a essayé de prouver le concept, qu'il y avait un intérêt. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté tous les gens que je connaissais qui écoutaient des disques et tous les gens que je connaissais qui avaient des labels, pour voir s'il y avait un intérêt de faire de la production de vinyle à l'unité, et plus loin, l'intérêt de créer un disquaire en ligne français. Pourquoi je l'ai fait ici? Parce que il faut sortir de la bulle de l'école. C'est une bulle qui ne nous fait pas découvrir Grenoble. Ici, il y a un dynamisme différent qu'on ne retrouve pas à l'école. Et donc j'ai commencé ici, mais j'ai enchaîné ensuite avec l'incubateur de l'école de Grenoble, l'école de management, pendant 6 mois. Et ensuite, je suis monté à Paris. Si je résume, tu étais en mode d'itération de manière très serrée et très dynamique. Exactement. Tu peux le dire? Oui. Ok. Et ça, c'était 2014, 6 mois avant de terminer l'école. Donc, tu as fait ces itérations sur 6 mois, puis 6 mois après aussi dans Cowork. Tu as eu, si je pense bien, une compréhension de ton business model potentiel très rapidement, parce que tu as eu des premiers contrats qui sont arrivés. C'était également en 2014-2015 ? Ouais, avant de lancer le site, on avait déjà une trentaine de labels qui étaient très intéressés par notre concept. Et quand on a lancé le site en décembre 2014, on a directement commencé à produire des disques vinyles à l'unité. Donc, en fait, quand ça se passe comme ça, on se dit qu'on est sur le bon chemin. Mais en fait, notre business model, au bout d'un an, a vite changé, puisqu'on s'est rendu compte que le vinyle à l'unité, c'était vraiment des miettes. C'est-à-dire que c'est vraiment une niche de niche de niche. Et en fait, on s'est rendu compte que, vu qu'on avait une audience de personnes fans de vinyle, il y aurait peut-être un intérêt à vendre des disques, comme le fait un disquaire, le superbe disquaire Discorama, qui a d'ailleurs bougé à 100 mètres d'ici, que je vous recommande. Et on a décidé du coup de se lancer contre la Fnac et Amazon. Voilà. Dit comme ça. Alors, je ne ris pas,
mais c'est une aparté, parce que moi, il y a 10 ans, j'ai investi dans une start-up grenobloise qui s'est lancée sur la diffusion de titres à l'unité ou contre la FNAC, et en fait qui a fait la marque blanche de la FNAC, qui malgré tout, 10 ans après, n'est plus de cet écosystème-là aujourd'hui. Donc je ne vais pas rire, parce que je comprends un peu la peine aussi qu'on peut avoir vu de l'autre côté. Donc vous avez été en accélération très vite, quelques milliers d'euros qui sont venus, des gens qui ont montré de l'intérêt. À quel moment ça fait on change de business model, ou bien ça va pas aller, ou bien il faut aller vers une autre type d'accompagnement. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, 2015-2016 ? En fait, on était en négociation avec les grands majors de l'industrie, qui sont Universal, Warner et Sony, et on a perdu 1 an à essayer d'obtenir des droits qui nous auraient peut-être donné en 2025. En fait, ce qu'il faut savoir dans l'industrie de la musique, on est dépendant des catalogues détenus par des labels. Il y a quand même, comme dans d'autres milieux, il y a un fort aspect juridique. Et ces boîtes-là ne lâchent rien tant que vous ne faites pas 1 à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc en fait, vous venez leur demander des choses, ils vous voient, ils vous font rencontrer départements, électro, vous allez voir les gens du publishing, vous allez voir les gens des business affairs. En attendant que vous commenciez à vraiment marcher. Et nous, on n'allait clairement pas assez vite pour eux. Et en fait, c'est là qu'on a commencé à aller. On s'est dit, si on arrive à avoir tous les indés, peut-être qu'à un moment les majors vont dire oui. Sauf que ça demande énormément de temps de contacter tous les labels indépendants d'Europe. Donc en fait, on a perdu beaucoup de temps sur le fait d'obtenir des droits, alors qu'en parallèle, l'activité de disquaire en ligne, qui est une activité de e-commerce classique, grossissait de manière naturelle, et c'est pas là-dessus qu'on mettait nos efforts. C'est-à-dire qu'en fait, et ça c'est de ma faute, j'étais tellement dans le vinyle à l'unité, c'est mon concept, c'est le truc que j'ai inventé, quoi. Enfin, et on mettait tous les efforts là-dessus, et en fait le disquaire en ligne nous faisait un chiffre d'affaires important, on margeait bien dessus, mais on mettait pas nos efforts là-dessus. Donc, maintenant que je vous le dis là, je me rends compte que c'était complètement con. Mais quand on est la tête dans le guidon, et qu'on a fini les accompagnements, qu'on a fait un accélérateur, un incubateur, et après on saute dans le grand bain comme des petits bébés qui ont en galère, quoi. Ça arrive. Donc, merci. Donc tu as parlé de la niche, de la niche, de la niche. Même s'il n'avait été qu'au niveau de la niche, c'est-à-dire de la musique en ligne payante en 2014 par non-streaming, cette niche-là, en France, pour vous donner quelques chiffres, la musique payante non streamée qui est payée en ligne, c'est 3% de la part du marché, parce que 95% c'est de toute façon iTunes, avant même que le streaming n'arrive, Deezer ou d'autres. Donc, de toute façon, la niche, elle est aussi petite. Alors, vous imaginez la niche de la niche de la niche, et ça, tu l'avais pas vu ? En fait, on se dit qu'on va être tellement bon qu'on va pouvoir s'accaparer toute la niche. On se dit que le concept, il va parler de tous ces geeks de musique, ils vont forcément être séduits par le concept et qu'on va avoir une pénétration de marché de 100%. Voilà. Et ça non plus, ça n'arrive jamais. Bon, alors, j'imagine... Est-ce que je peux dire que il y a certainement un investisseur qui t'a influencé à croire ceci, ou c'est pas possible que... Enfin, c'est pas tout seul qu'on peut se dire je vais prendre 100%. Donc il y a des gens qui t'ont encouragé aussi, qui t'ont aidé, et qui peut-être t'ont accompagné, et puis indépendamment de Cowork ou de Incupagem, mais de manière générale, et cet écosystème qui était autour de toi n'a pas été accélérateur de succès, mais peut-être à renforcer quelque chose qui ne permettait pas d'arrêter ou de continuer ou de le faire différemment. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Quels sont les gens qui t'accompagnaient après l'incubation ? Après, ça a été tout mon réseau de mes expériences Universal. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2014, le marché du vinyle fait presque plus 100% par an. C'est 7% du marché de la musique en France, aujourd'hui. Et que on sent... moi, je connais beaucoup de disquaires, et en fait, on voit les disquaires qui nous disent que, ouais, on vend plus... Nous, en ligne, on voit qu'on vend plus avec le même nombre de références. Et même si, en fait, malgré
le fait que la croissance ne soit pas, c'est pas de l'hyper-croissance, mais quand on fait 20-30% de chiffre d'affaires de plus par mois, on se dit qu'on est bien, quoi. Sauf que ça marche parce que tout le monde est payé au SMIC, et en fait on met du temps à se rendre compte qu'on est totalement dépendant des capitaux qui vont être investis ou non dans la boîte, et que avant de devenir indépendant financièrement, on n'y arrivera jamais sans cette direction. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu un cercle vicieux en fait. On essaye d'économiser sur toutes les dépenses. Alors, je vais rebondir sur ce point-là, ce cercle vicieux qui tourne dans un sens par rapport à l'autre. Il aurait voulu que ça tourne comme ça pour que ça avance, et finalement, inconsciemment, ça a tourné dans l'autre sens. Mais, donc, tu avais un cash burn qui était déjà très réduit, puisque tu serrais tous les coups, ouais. Mais ça t'empêchait de croître plus que ce que tu aurais voulu, si j'ai bien compris. Et puis, tu as voulu obtenir de l'argent d'investisseurs, de business angels, d'autres structures, sans doute. Tu avais gagné des prix où tu étais en train d'eux. Pourquoi ça n'a pas fait retourner la mécanique dans un sens positif, d'après toi? Ça a fait totalement tourner la mécanique dans un sens positif. Déjà dans la musique, il faut savoir que l'investissement dans la musique, c'est très frileux parce qu'il y a très peu de boîtes qui réussissent. Comme dans d'autres milieux, mais dans la musique, on est déjà sur un marché qui génère peu de revenus, et vraiment les trois quarts se plantent. Et en fait, nous, en janvier, on a trouvé un business angel qui vient du milieu, qui dirige un gros label indépendant, qui nous a dit « Ok les gars, moi j'y crois, j'y vais ». Et là, on a eu, on était comme des petits fous, quoi. On était là, putain, ça fait 2 ans qu'on galère, il y a enfin un gars qui nous suit à fond. Et là, il y a eu une vraie impulsion aussi au niveau mental dans l'équipe, c'est-à-dire que naturellement, on s'est redonné, tu te redonnes plus, les chiffres suivent. Et c'est peut-être là aussi qu'il faut... En fait, nous, quand on s'est planté, on n'était jamais sûr, on n'avait jamais été aussi sûr qu'on allait y arriver, quoi. On s'est fait planter 5 jours avant la signature de tous les termes qu'on devait faire, et moi j'étais au Midem à ce moment-là en train de gérer des gros deals avec des Américains et des Hollandais. J'ai reçu un appel de mon investisseur particulier, donc c'est un business angel particulier, ça allait être son premier investissement. Comme quoi je vous conseille, pour les conseils des futurs entrepreneurs, les business angels, il vaut mieux aller vers des clubs de business angels qui mutualisent leurs risques. Et donc 5 jours avant le rendez-vous, on avait notre lettre d'intention et tout. Il nous dit, moi j'ai peur. J'ai peur et je ne vais pas vous suivre, parce que ça fait quand même aussi 5 mois que vous me promettez qu'il y a une deuxième version de votre site qui va sortir et qui n'est toujours pas prête. Donc on est loin d'être tout blanc dans cette histoire. Mais malgré le fait qu'on était sûr, pardonnez-moi l'expression, qu'on allait tout niquer, et on s'est planté 5 jours plus tard. Voilà. Donc il y a eu la vraie impulsion l'argent va arriver, tout le monde était à fond, et comme le soufflet en fait. Alors là, je ris plus non plus, parce que c'est compliqué, à la fois sans doute pour cette personne qui voulait croire au projet, qui voyait que vous avanciez, qui allait vous encourager, mais qui va vous donner l'argent. On peut citer un montant ou pas? 100 000 euros. C'était 100 000 euros pour 20% de la société. Voilà, donc juste pour donner une idée, 100 000 euros pour 20% de propriété d'une société, c'est l'argent, ce monsieur qui ne donne pas à ses enfants. Il n'y a pas beaucoup de gens sur la Terre qui font ça, de donner même si vous avez une pertinence sur le marché, sa connaissance, ça ne se fait pas comme ça, si facilement. Donc, ce que vous venez de dire, c'est qu'il fallait s'adresser à des gens qui mutualisaient, et finalement, des petites rivières, ça fait un grand fleuve plus facilement. Ok. Et ça arrive vite du jour au lendemain d'avoir une surprise comme celle-là. Maintenant, si on regarde aujourd'hui, 2018, même question que posée tout à l'heure, qu'est-ce que vous auriez fait différemment au moment où vous avez été jusqu'au moment de vous planter, cette partie-là, qu'est-ce que vous auriez fait différemment en sachant tout ce que vous avez vécu après? L'équipe. On a beau dire, je pourrais dire que c'est de la faute du business angel, je pourrais dire que c'est de la faute des présidentielles, je pourrais dire que c'est de la faute
je me suis mal associé. Je me suis associé... c'était peut-être moi le mauvais associé, on ne saura jamais. Mais je me suis associé avec 2 personnes qui n'ont jamais voulu passer à plein temps. Et quand on monte une boîte à 23 ans, et qu'on n'est pas prêt à passer à plein temps, c'est qu'on s'est trompé de personne en fait. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le... en fait, je m'en suis rendu compte après, quoi. Et pourtant, on m'a dit beaucoup de fois, tes associés, c'est de la merde. On m'a dit beaucoup de fois, il faudrait que tu te sépares de telle et telle personne. Et en vrai, maintenant que je me suis planté, on me l'a dit un an et demi avant que ça arrive, et je me dis que peut-être que... Et aujourd'hui, comment vous avez rebondi? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Dernière question de ma part, et ensuite je voudrais que vous posiez les questions que vous voudriez. Qu'est-ce que vous faites 3 ans après? Quel est votre projet professionnel? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors moi je suis totalement épanoui aujourd'hui. Déjà parce que ma copine, elle m'a beaucoup aidé à faire le deuil de Vinylite. C'est une fille superbe. Voilà, je voulais juste... ensuite, je suis allé à Cuba pendant 3 semaines aussi. C'était super. Fumer des gros cigares et boire des gros cocktails. Je vous conseille aussi en période de dépression, ça change les idées. En fait, Vinylite, ça m'a permis... Aujourd'hui, je travaille, je suis en train de monter un label, une maison de production, d'édition et de management avec l'ancien directeur d'Universal Music Afrique. On a aujourd'hui, ce matin, avant de venir, signé notre premier artiste en contrat d'enregistrement exclusif, qui est une artiste assez connue, dont je ne peux pas encore dire le nom, mais ça va cartonner. Et donc aujourd'hui, je suis éditeur, je me spécialise dans les droits d'édition et dans le management d'artistes, la gestion de carrière d'artistes, qu'ils soient auteurs, compositeurs ou interprètes. Et j'ai obtenu ce job grâce à Vinylite. Voilà. C'est tout. Non, mais c'est... Ah ouais. Donc je vais vous le faire de manière visuelle. Vinylite est ici, il a fait vers le projet suivant, il a fait un bridge énorme et il s'est servi de toute son expérience pour arriver là où il en est aujourd'hui, parce que ça va marcher, ça va exploser, ça va déchirer et il n'y aura pas de business angels qui vont le planter. Donc question pour vous. Sébastien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es si sûr que ça a marché alors que quand tu t'es planté, tu étais sûr? Donc la question de Sébastien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, 5 jours avant de signer le contrat, de la même façon qu'il y a 4 ans, tu es si sûr que ça va réussir comme tu l'étais il y a 4 ans quand tu t'es planté avec le Business Angels? Tout simplement parce que parce que je bosse avec un senior qui a beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de moyens financiers et beaucoup plus de réseaux, et qui sait très bien s'entourer parce qu'il prend que des jeunes qui sont des tueurs. Non, voilà, en fait, il apporte... moi, ce qui m'a manqué, au final, on était très bons pendant un an et demi. Après coup, on se rend compte que c'est les périodes où on était accompagnés. On se disait, ouais, les mecs de l'incubateur... Et en fait, ça sert à fond. Et on n'a plus été accompagnés, on s'est planté. Donc, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Je ne sais pas. Mais là, la boîte, elle est dirigée par quelqu'un de très expérimenté, qui a déjà monté plusieurs labels par le passé, qui a bossé pour Universal pendant 15 ans, et il se dit c'est le moment pour les indés de lancer. En ce moment, c'est la balance dans la musique. Le pouvoir est pour les indés en train de monter, et il s'est dit, pour moi, c'est maintenant que je dois lancer mon label. Est-ce que tu veux le faire avec moi? Je lui ai dit oui. Comment il s'appelle le label? Comment s'appelle le label? La société s'appelle BLZ. Et voilà. Blues. Une autre question, une dernière question dans la salle, monsieur? Honnêtement, qu'est-ce que ça fait de se lancer contre de grosses entreprises, de gros investisseurs, de grands créateurs, quand on est une toute petite start-up? La question c'est, qu'est-ce que ça fait de se lancer contre de grandes sociétés lorsqu'on est une toute petite start-up? En fait, il ne faut pas dire que tu es contre elles, déjà. Parce que, par exemple, dans la musique, si tu te lances contre les majors, et je me rappelle
il y a 3 ans et demi, 4 ans, j'ai fait mon premier pitch, pas ici, mais à Cowork, où je disais que c'était un service où on accepterait, on bosserait jamais avec les majors. Et c'était peut-être la phrase la plus con que j'ai jamais dite. Parce que, en fait, il faut pas se dire. Si c'est devenu les plus gros, si c'est devenu les plus forts, c'est forcément qu'ils sont forts. Et c'est plutôt comment je vais faire les choses différemment, comment je vais prendre le bien de ce que ces structures-là font, et comment moi je vais apporter ma touche et me différencier. Mais il n'y a pas les méchants et les gentils. Hein. En tout cas, dans la musique, c'est un écosystème où tu peux pas dire que ceux-là sont méchants, ceux-là sont gentils. Tu es obligé de bosser avec tout le monde. Merci. Donc je voudrais une standing ovation pour ton intervention aujourd'hui parce que c'est courageux de parler comme ça en rebondissant.